Bonjour à tous et bonjour Bonjour. Valentin. Bonjour Julie, bonjour à tous. Tu vas bien? Nickel, et toi? Ouais, ça va super bien. Alors, on est là aujourd'hui pour parler donc de product management comme d'habitude. Cette fois sous un angle où, en fait, Valentin, il a eu l'habitude dans sa carrière de recruter des PM, et du coup, il va nous dire un petit peu ce que c'est pour lui le profil idéal d'un PM. Je vais vous lancer un petit sondage déjà pour savoir d'où vous venez, quel est votre métier actuellement. Hop. Je vous laisse répondre. En attendant, simplement vous dire que vous pouvez réagir sur le chat, vous pouvez poser toutes vos questions. Si elles sont pertinentes sur le moment, je les poserai directement à Valentin, et sinon je les garderai pour la fin. Voilà. Et on va laisser du coup Valentin commencer et nous parler un petit peu de sa carrière. Je te laisse Pas de parler, souci. Valentin. Maintenant, ça fait à peu près une dizaine d'années que je travaille sur du produit. Je travaillais principalement chez des éditeurs de logiciels dans un secteur bien particulier qui est la logistique et le transport. Donc dans des différentes sociétés. Chez TDI, où là, j'avais la responsabilité de toute la partie produit et de la gestion des évolutions. Chez Ophone, là, c'était une toute petite structure. Du coup, on a plutôt développé de nouveaux produits, donc un nouvel aspect, on va dire, du product management quand on part d'une feuille blanche. Et après, chez Shipeo, plus de la partie management sur le product management, du coup, toute la partie gestion de différents PM dans différentes équipes, avec du recrutement, qui est un peu le sujet d'aujourd'hui. Et une partie où j'étais responsable de toute la partie innovation chez l'éditeur, donc là qui est un travail encore un petit peu à part. Et maintenant, depuis 2 ans, à mon compte en freelance sur certaines missions de product owner ou product manager. Donc on pourra voir, on va dire, quelle petite différence il y a entre les deux types de profils. Ok. Est-ce que toi, tu es devenu PM directement après tes études? Alors oui, à l'époque, on va dire que ça n'existait pas trop encore. Pareil, toute la partie agile était pas encore trop arrivée. Moi, j'ai commencé comme chef de projet, on va dire assez classique, sur des produits et des projets cycle en V dans une ESN. Et c'est après seulement à la fin de mes études où j'ai pu, on va dire, découvrir la partie produit qu'à l'époque on appelait spécification fonctionnelle, bête et méchant. Et du coup, j'ai navigué après sur le produit et j'ai continué dans ce sens-là. Ok. En fait, qu'est-ce qui t'a donné envie de devenir PM? Est-ce que c'est parce que tu trouvais que les projets sur lesquels tu travaillais en cycle en V, ça permettait d'être moins agile, d'aller moins vite? Et est-ce que c'est ça qui t'a donné envie d'être PM? Bah, la première chose, on va dire, qui m'a donné envie d'être PM, c'est que j'ai tout de suite travaillé sur des très gros projets. Alors, sur du cycle en V, c'était un peu dommage parce qu'on passait des mois et des mois à rédiger de la spec. Je pense que mes premières spécifications fonctionnelles, elles devaient faire pas loin de 400 pages. C'était pour un gros projet pour EDF. C'est assez lourd. Et puis derrière, c'est très frustrant pour les clients. Du coup, c'est pour ça que j'ai vite, on va dire, navigué sur de l'agile. Et après, sur de la gestion de produits, c'est parce que j'adore, on va dire, répondre aux problématiques. Et le produit s'y prête complètement. Et est-ce que tu es devenu PM par toi-même? Enfin, je veux dire, est-ce que tu as été formé en interne dans une boîte, ou est-ce que tu t'es formé tout seul? Je sais pas, tu as regardé des vidéos, lu beaucoup d'articles, etc. Beaucoup de lectures. Ok. Après, oui, pas eu de formation particulière, même si j'avais un peu abordé les choses à l'époque pendant mes études parce qu'on commençait seulement à en parler. Mais après, non, c'était beaucoup plus sur le tas et puis au contact aussi d'autres PM.
parce que ce qui est bien dans le PM, c'est que on va dire que chacun fait un peu à sa sauce aussi. Il y a quand même effectivement des manières de travailler, mais après chacun a ses petites habitudes et les choses auxquelles il apporte plus ou moins d'importance. Donc voilà. Ok, donc tu as échangé avec beaucoup de PM, c'est ça? Oui, surtout chez Shipeo. Chez Shipeo, on était une bonne dizaine de PM. Ok. Donc bah, ça permet de voir un peu différents panels. Et vu qu'on venait de différents horizons aussi, bah, ça permet d'échanger on va dire, ses meilleures pratiques et ses moins bonnes aussi pour pouvoir les identifier. Parce qu'avec la tête dans le guidon, des fois, on s'en aperçoit même pas. Ouais, je vois. Et est-ce qu'il y a quelque chose qui a été difficile pour toi d'apprendre sur le tas? On va dire que c'est toute la partie peut-être priorisation. Donc Ok. c'est tout de suite un petit peu compliqué parce que bah, forcément, quand on est dans une société, tout est urgent. Surtout là, quand on est éditeur de logiciel, en fait, on va dire, on a deux clients. Le client principal, bah, ça c'est sa hiérarchie avec les commerciaux qui poussent pour pouvoir vendre plus. Et on a de l'autre côté nos clients, les clients qui utilisent le logiciel, qui nous remontent des demandes d'évolution un peu tout le temps. Et du coup, faire le tri sur tout ça, enfin, on n'a que deux mains, on n'a qu'une seule équipe, c'est pas toujours évident. Ok, et comment tu faisais alors? Bah, au départ, on listait toutes les demandes et on essayait de mettre ça dans un planning. On s'est vite aperçu que ça n'allait jamais rentrer. Ou alors, il fallait qu'on fasse x15 sur l'effectif. Après, du coup, on avait mis en place beaucoup d'interviews avec les clients pour comprendre réellement leurs besoins. Parce qu'en fait, on s'est aperçu que des fois, les clients nous émettaient des besoins. Oui, mais j'ai besoin absolument de cette fonctionnalité-là. Et en fait, en creusant, c'était pour pallier à un autre problème. Donc, en le corrigeant à la source, ça nous évitait plein de problèmes derrière. Donc, les interviews utilisateurs étaient de très très bons outils pour cette partie-là. Ok. Et ça, t'as les interviews utilisateurs, du coup, de ce que je comprends, c'est que t'as commencé à les faire par la force des choses, quoi. Tu t'es rendu compte que finalement, il n'y avait pas trop le choix que de se lancer là-dedans pour prioriser notamment. Ouais, complètement. Au départ, bah, c'était vraiment pas notre priorité parce qu'en fait, on voyait, on va dire, au plus proche. Sauf que dès que tu veux prendre un peu de hauteur et parler un peu plus stratégie, et la stratégie, on est bien d'accord, c'est pas 3 mois. Euh, on parle plutôt de 1, 3, voire 5 ans. Bah, en fait, les interviews utilisateurs sont obligatoires parce qu'il faut vraiment sortir des fonctionnalités qui puissent être assez facilement évolutives et maintenable aussi par les équipes tech, parce que au produit, on pense le produit, mais il faut aussi travailler avec les équipes tech pour que ce qu'on pense puisse être réalisable et facilement réalisable. Si c'est une usine à gaz, c'est voué à l'échec, quoi. Ouais. Est-ce que tu peux nous dire ce que t'aimes le plus, toi, dans ce métier? Moi, ce que j'aime le plus, c'est quand on part d'une feuille blanche avec un besoin, le besoin d'un client ou sur un projet. On a juste, on va dire, souvent c'est un fichier Excel avec plein de lignes de souhaits. Et il faut bah, penser le produit, mais le penser assez global pour pas qu'il ne réponde aux besoins que de ce client-là, mais qu'on puisse facilement le déployer chez d'autres clients. Et toute cette partie-là, bah, en fait, c'est, on va dire, beaucoup de recherche et même des fois beaucoup d'heures devant un tableau blanc juste à raturer, à effacer, à refaire, parce que bah, il y a plein de paramètres à prendre en compte. Donc il y a un peu l'UX UI pour toute la partie design. Donc là, souvent on fait appel aussi à nos collègues designers. Il y a toute la partie vraiment conception du projet sur le très long terme, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que souvent on sort une bêta ou une V1, c'est peut-être 30% du produit total pour déjà tester le marché, savoir si ça peut fonctionner. Et si ça fonctionne, bah là, après, attaquer sur tout le reste, sur le déploiement du produit. C'est vraiment cette partie-là qui, pour moi, est la plus intéressante. Et est-ce que c'est pour ça que tu es devenu freelance pour travailler sur plusieurs projets à la fois? C'est en grande partie pour ça, parce qu'au bout d'un moment, en fait, quand on est dans une société, bah, le produit vit, et puis bah, on peut pas créer de nouveaux produits tous les ans, c'est impossible. Et puis après, on a aussi toute la partie maintenance qui arrive. Maintenance évolutive, etc. Et enfin ça, moi clairement, ça me passionne pas du tout. Du coup, là, en étant freelance, bah, ça permet une fois qu'on a sorti le projet, bah, de sortir, on va dire, du projet et d'aller en chercher un autre. Et du coup, on travaille beaucoup plus
sur de nouveaux projets. Après, il y a d'autres inconvénients, hein, c'est qu'à chaque fois, il faut se reformer sur le métier, surtout si on change un peu de secteur, se réadapter aux équipes, aux manières de travailler, aux outils. Mais enfin, pour moi, l'adaptabilité, c'est l'une des grosses compétences aussi que doit avoir un product manager. Donc, pas trop de problèmes, en tout cas, sur cette partie-là. Ouais, ok. Et c'est ça que t'aimes bien, que toi t'aimes bien déployer. Exactement. Ok. Et au contraire, qu'est-ce que t'aimes moins dans ce métier? Qu'est-ce qui t'a surpris? Je sais pas. Est-ce qu'il y a des choses qui te passionnent un peu moins? Euh, j'ai envie de dire, peut-être ce qui me passionne un peu moins, c'est tout l'aspect aussi politique qu'il y a sur la stratégie. Avec, il faut faire de l'arbitrage, hein, et dans l'arbitrage, il n'y a pas que le produit, il y a le commerce, il y a la direction, etc. Et des fois, c'est beaucoup de réunions qui débouchent pas forcément sur grand-chose, ou alors c'est on prend une décision et 3 mois après, on change, il faut réadapter nous sur notre produit. Toute cette partie roadmap qui change constamment. C'est pas partout comme ça, heureusement, mais il y a quand même beaucoup d'entreprises qui fonctionnent encore un peu au gré du marché, mais ce qui est un peu normal parce que s'il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'entreprise, quoi. S'il n'y a pas d'entreprise, il n'y a pas de projet. Je pense que ça vient aussi surtout du fait que toi, tu travailles vraiment pour des grosses entreprises. Ouais. Donc je pense que ça doit être, enfin tu vois, c'est un peu particulier effectivement si tu travailles dans une entreprise enfin tu vois, type start-up, etc. Les choses vont plus vite et peut-être que c'est moins politique, alors que j'ai l'impression que de ton expérience, c'est le fait de travailler dans des grands groupes, grosses boîtes qui favorise aussi ce terrain-là. Ouais, effectivement, quand j'étais chez Ofan, là pour le coup, si on était une toute petite entreprise, on était une vingtaine. Il n'y avait pas toutes ces questions-là. De toute manière, il n'y avait pas forcément de politique, on n'était pas assez. Les trois quarts de la boîte, c'était l'équipe de dev. Donc oui, là, sur cette partie-là, franchement, il y a rien entre guillemets qui déplaît. Si le seul truc, c'est que l'équipe est pas assez grosse et qu'on va pas assez vite. Mais sinon, franchement, c'était génial, quoi. Ouais, et en fait, qu'est-ce qui t'a donné envie du coup de passer de l'autre côté Euh, Là, du passage de Ofan chez Shipeo, c'est suite à un rachat. Ouais. En fait, on s'est fait racheter. Alors ça, c'est pareil, ça a été une très bonne expérience au final parce que j'ai un peu mené le rachat sur toute la partie produit. Donc voir comment est-ce que ça se passe, quels sont les échanges avec les équipes produits de l'autre côté, trouver les synergies entre les produits aussi, faire un peu une roadmap d'intégration. Enfin, il y a plein de nouvelles parties, on va dire, du produit que j'ai pu découvrir à ce moment-là. Et puis sur l'innovation, pareil, là c'est quelque chose complètement à part. En gros, t'as presque pas de budget, mais il faut délivrer du produit rapidement pour aller tester le marché et voir si on trouve le fameux product market fit dont tout le monde parle. Est-ce qu'en fait la solution, ça vaut vraiment le coup d'y passer 6 mois pour avoir une bêta, ou est-ce qu'en fait c'était une bonne idée, mais ça va rester qu'une idée parce que personne n'est prêt à payer pour avoir la solution, quoi. Ok, et qu'est-ce qui t'a donné envie de rester justement sur ce type d'entreprise après? Déjà, c'est là où il y a quand même le plus de budget. Les projets sont quand même super intéressants parce que souvent c'est des gros projets, c'est pas un petit projet de 3 mois, on va dire. Mhm. Donc là, j'ai potentiellement une autre mission qui va peut-être démarrer, c'est carrément créer toute une brique logicielle de la solution. Donc c'est super intéressant. Mais là, on part sur une mission de facile 4-5 mois juste pour un peu spécifier, dégrossir, faire l'étude de la concurrence, etc. Donc, c'est quand même des projets qui sont super intéressants, enfin que moi je trouve super intéressants en tout cas. Ok, super cool. Et comment est-ce que tu recrutes des personnes sur ces postes-là? Qu'est-ce que tu attends de leurs compétences, aussi de peut-être leur background, etc. Alors sur leurs compétences, moi on va dire que la première compétence c'est la communication. C'est pas forcément celle sur laquelle on s'attendrait pour le produit, mais la communication pour moi c'est vraiment phare. Déjà en interne, parce que le produit communique avec beaucoup d'équipes. Tout à l'heure je parlais des commerciaux, je parlais des devs. Souvent on a même affaire aux pre-sales, etc. Enfin on échange avec beaucoup de personnes. Donc si la com est pas folle, ça va pas passer.
Et après, en fonction des entreprises, on communique aussi également beaucoup avec les clients ou les prospects. Et du coup, pouvoir s'exprimer, réussir à, on va dire, hiérarchiser ses idées, découvrir le besoin, creuser, c'est vraiment super important. Ensuite, il va y avoir toute la partie aussi, c'est un peu compliqué à déceler ça chez les candidats, mais c'est un peu la partie vision. Est-ce que quand on donne un problème, est-ce que la personne va rapidement capter, s'imprégner du domaine, de la problématique, penser à plusieurs solutions? Très souvent, on passe par des hypothèses. Ça, il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas forcément à les formuler. Donc souvent, c'est pour ça qu'on donne des cas on va dire pseudo-réels lors des entretiens. Donc soit préparé à la maison et on se revoit 48 heures après, soit bah voilà, on vous donne 4 questions, vous avez 1 heure. On a un peu les 2 cas de figure. Et là, bah, ça nous permet beaucoup d'identifier si la personne arriverait à se projeter ou pas. Souvent, les cas sont quand même assez bien travaillés. On n'attend pas une réponse parfaite, parce que la personne souvent n'est pas du domaine, donc c'est impossible, on va dire, d'avoir la meilleure réponse, mais ça permet de tester toute la partie analyse de la personne. Ok. Et est-ce que sur ce type d'entreprise, vous cherchez plus des personnes avec un background d'ingénieurs, etc., ou pas du tout, c'est pas très important? Alors, tout va dépendre, j'ai envie de dire, où est-ce que tu vas travailler. Ils cherchent beaucoup d'ingé plutôt sur quand tu es product manager dans la data. Là, il y en a plein avec l'IA qui se développe de partout. Il y a beaucoup de profils data qui sont recherchés. Là, il faut quand même avoir un petit background technique parce que sinon, bah, c'est un peu compliqué vraiment de se mettre dans le tas. Il y a quand même beaucoup de SQL ou des choses comme ça à comprendre. Et quand tu as vraiment zéro connaissance, je pense que c'est un peu dur. Sur la partie vraiment purement produit, moi, j'ai pris un peu de tout. J'avais même une personne qui était une ancienne commerciale qui était dans mon équipe et ça se passait très bien. Sur la partie, en fait, tout va vraiment dépendre de la personne. Je dirais qu'il n'y a pas de règle. On va peut-être avoir des ingés qui sont pas du tout faits pour ça parce qu'ils sont beaucoup trop peut-être à suivre des procédures, à attendre qu'on leur dise quoi faire. Et d'autres profils complètement atypiques où on va se dire bah si, mais en fait c'est cette personne qu'il nous faut dans l'équipe, quoi. Oui. Et pour toi, c'est quoi vraiment les compétences que tu as observées chez les PM qui réussissent? Chez les PM qui réussissent, déjà il y a savoir dire non. Savoir dire non, ça paraît tout bête comme ça, mais en fait c'est super compliqué, surtout quand on a beaucoup de pression. Et puis savoir s'imposer en disant bah non, de toute manière c'est comme ça rentrera pas, ou alors c'est pas une bonne idée. Donc il y a savoir dire non, il y a se projeter, vraiment, la roadmap, on en parle souvent, on dit que c'est juste une frise, mais c'est quand même bien plus que ça. Il y a pas mal de boulot à faire derrière avant de sortir une roadmap qui tienne à peu près la route. Et il y a ouais, la communication, encore une fois, savoir communiquer avec toutes ces équipes, avec des fois les autres équipes aussi. Par exemple, chez les éditeurs, souvent on est plusieurs équipes produits, mais il faut quand même se parler entre équipes parce que des fois on a besoin des autres équipes pour avancer nous. Donc il y a pas mal de coordination à avoir. Et il y a être aussi assez ordonné parce que bah il y a beaucoup de choses qui sont quand même assez séquentielles. Et si on séquence mal, bah en fait on peut bloquer quasi tout le monde, hein. Donc je pense que cette partie-là est très importante aussi. Ok. Et si tu devais donner des conseils à une personne qui voudrait devenir product manager, tu lui dirais quoi? Qu'est-ce que je lui dirais? Bah déjà, il faut aimer, on va dire, le produit au sens large, aimer travailler sur un produit, qu'il soit existant ou pas. Sur de l'existant, bah, ça va être peut-être le définir, ouais, pour les personnes qui sont vraiment pas du tout initiées. Bah, un produit, ça peut être un logiciel, ça peut être bah, comme là, par exemple, chez les Furets où je suis en mission, c'est un comparateur, c'est juste un site web d'apparence. Ça peut être chez La Redoute, c'était un site e-commerce de vente. Enfin, il va y avoir beaucoup de choses qui peuvent se cacher derrière un produit. C'est quelque chose qu'on peut acheter ou alors utiliser. D'ailleurs, de manière payante ou gratuite, tout dépend du service. Et derrière, il va forcément y avoir des évolutions. Il va y avoir des nouveaux modules à sortir.
Il va y avoir des fois de la fusion un peu ou de la récupération de dettes techniques. Il y a beaucoup de logiciels maintenant qui ont 15, 20, 30 ans. Si ça évolue pas, bah, ça va être compliqué, quoi. Surtout maintenant où on a de plus en plus l'habitude du web, les clients lourds, etc. Donc les choses installées sur des serveurs chez les clients, ça se fait quand même de moins en moins. Donc il y a beaucoup de travail à refaire. Donc déjà vraiment l'amour du produit, un peu au sens large, savoir se projeter, savoir si ça intéresse aussi, parce que c'est quand même beaucoup de choses qui sont assez répétitives quand on fait de l'évolution. Bah, c'est de l'évolution de fonctionnalité, donc il faut comprendre comment ça marche, là où on voudrait aller, et après, bah, comment on y va. C'est un peu les 3 étapes qu'il y a sur cette partie-là sur le produit. Après, quelqu'un, par contre, qui aime vraiment tous ces aspects-là, c'est 100% gagnant. Peu importe d'où ils viennent, d'ailleurs, que ce soit des chefs de projet, des commerciaux, même moi, j'ai vu des gens du support aussi, des fois venir sur du produit. Parce qu'en fait, en étant en contact permanent avec les clients, à répondre à leurs problèmes à longueur de journée, et bah, souvent, en fait, ça fait de très bons PM aussi, parce qu'ils ont toute la partie problématique qu'en tant que PM, on n'a pas non plus tout le temps. On nous remonte les problèmes, mais on les a pas en direct. Et du coup, des fois, il y a plein de petites choses comme ça qui sont super faciles à ajouter. On déplace un bouton ou on ajoute allez, le petit bouton en endroit ou le petit libellé et ça réduit les appels de 50% parce que l'info, elle est visible tout de suite. C'est des tout petits détails, mais qui peuvent vraiment changer la vie de toutes les équipes pour le coup. Ouais. Et au niveau du parcours, etc., est-ce que toi, tu aurais des conseils à donner, je veux dire, Au niveau du parcours, moi je pense que c'est quand même bien d'avoir un petit vernis quand même assez théorique où on va voir les différentes méthodes de priorisation, les différents frameworks sur le produit qui peuvent exister. Donc via différentes écoles comme Maestro ou il y en a d'autres aussi sur le marché, mais au moins avoir un petit vernis théorique qui peut quand même faciliter la vie quand on arrive dans une équipe produit, surtout s'il y a des gens assez seniors et qui peuvent être des fois bien attachés à leur framework. Surtout dans les grosses entreprises, où là, quand on connaît pas le framework, bah, des fois, ça peut être même un frein à l'embauche parce qu'on nous parle d'un terme qu'on n'a jamais entendu ou qu'on ne voit pas. Et c'est un peu dommage parce que, enfin, louper, entre guillemets, un poste pour une question un peu théorique, alors que peut-être en plus qu'on le sait le faire, mais c'est juste qu'on ne connaît pas le terme ou la dénomination. Et je pense que c'est quand même bien d'avoir un petit vernis théorique, en tout cas sur cette partie. Surtout qu'il y a de plus en plus d'écoles qui le font. Et du coup, si on ne l'a pas, bah maintenant, ça devient un inconvénient par rapport à tous ceux qui l'ont, quoi. Oui, par rapport à ceux qui... Oui, évidemment. Enfin, ça dépend. Après, il y a plein de gens qui choisissent de se former eux-mêmes ou alors qui décident au sein d'une entreprise, ils ont l'opportunité de prendre un job de PM et ils se lancent là-dedans et finalement ils font une formation un peu plus tard parce qu'ils ont besoin justement de cet aspect théorique. Mais il y en a qui décident aussi, de dire allez. Ouais, par opportunité, ça peut se faire. Moi, c'est clairement ce que j'ai fait. Hein, c'était par opportunité. Après, il y a quand même des fois où on est un peu limité parce que on ne sait pas si ce qu'on fait c'est bien ou pas. Surtout dans les petites entreprises, quand en fait on parle souvent du rôle du premier PM qui est le plus compliqué, mais c'est vraiment ça parce que quand on est le premier, on ne sait pas en fait si le chemin qu'on suit c'est le bon ou s'il faudrait modifier certaines choses. C'est ce que je disais tout à l'heure, quand on a vraiment le nez dans le guidon, des fois on s'aperçoit même pas qu'il y a des choses qu'on fait qu'on ne devrait pas du tout faire parce que ça va à l'encontre de toutes les bonnes pratiques qui peuvent exister. Oui. Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont étonné, toi, dans le quotidien du PM, des choses auxquelles tu t'attendais pas? Non, pas vraiment, parce que c'était assez proche de ce que je faisais quand même déjà avant. Il y en a des fois, ce qui les étonne un peu, c'est la grande proximité avec les devs. Ouais. Même si là, on est limite PO. Mais en fait, le problème, c'est que quand on est dans une petite entreprise, en fait, le PO et le PM, on va dire que c'est une seule et même personne, parce que souvent, il n'y a pas assez de budget pour avoir quelqu'un qui s'occupe plus du delivery et quelqu'un plus de la stratégie. Mais du coup, quand on est un peu le PO-PM de la boîte, là, oui, il y a une très grande proximité avec les devs. Et quand on n'a pas du tout de bagage technique, surtout chez les éditeurs de logiciels,
et ben ça peut vraiment être compliqué. Je l'ai vu avec une personne que j'avais recrutée, où on a dû beaucoup travailler au départ sur, on va dire, les termes techniques qu'on retrouve dans l'IT, parce que sinon ça peut bloquer avec les devs, et quand entre le produit et le dev on se comprend pas, alors là c'est un peu voué à l'échec, quoi. Ouais. Comment t'as fait, toi, pour connaître justement ces termes, etc. Est-ce que t'as échangé avec des devs pour qu'ils t'apprennent, entre guillemets, ou comment ça s'est passé? Moi, la chance que j'ai eue un peu, c'est que j'ai fait une formation, moi j'ai un master en management, mais option informatique. Du Ok. coup, j'ai quand même fait un peu de dev au début, quand j'étais encore en cours, etc. Et puis après, dans certaines expériences, j'ai fait également quelques tâches de développeur. Je suis loin d'être un dev, mais au moins ça permet de comprendre le langage, les problématiques. Et puis j'ai fait certains postes de PM qui étaient presque un peu tech par moment, surtout sur quand j'étais responsable de l'innovation. Il y a plein de choses en fait où j'ai été tout seul parce que j'avais pas de ressources tech. Du Ok. coup, c'était à moi d'aller débroussailler un peu les chantiers. Donc voilà. Ouais. Ok. Je pense que j'ai pas d'autres questions. Je pense que c'était très clair tout ça. Est-ce que dans le chat vous avez des questions? N'hésitez pas à les poser. Je vais juste vous parler des formations donc qu'on propose chez Maestro. Donc Maestro, c'est l'école du produit et de la tech de chez Maria Schools. On propose des formations de product management. En part-time, c'est-à-dire en distanciel, mais aussi en présentiel sur 7 semaines et sur 14 semaines en distanciel. Vous avez les dates qui s'affichent juste ici. Je vais vous envoyer aussi le lien vers le calendrier de Camille, qui est Admission Manager, avec qui vous pourrez parler carrière, etc., si vous avez potentiellement des projets de formation. Je pense que tout ce dont on va parler avec Valentin, ça me permet vraiment de rebondir sur la formation, parce que c'est vrai que chez Maestro, déjà, on a une formation dont la pédagogie, ça va être du 80-20, on appelle, donc 20% de théorie et 80% de pratique, avec des intervenants qui sont tous des experts, des pros comme Valentin. Qui viennent donc vous expliquer la partie théorique et qui ensuite vous font travailler sur des cas pratiques, de cas qu'ils ont pu rencontrer au cours de leur expérience ou plus tard. Et donc, beaucoup de rencontres avec plein de product managers différents et plein de problématiques différentes. Donc, je pense que ça, c'est vraiment la force de la formation, c'est que vous ressortez en ayant travaillé sur plein de projets, et surtout, comme le disait Valentin au début, le product management, il y a autant de product management que de product manager. Enfin, il y a vraiment autant de façons de faire que de personnes qui le font. Donc, c'est pour ça que c'est très important pour nous de vous confronter à des visions vraiment différentes, notamment avec, là, on le voit, Valentin qui a plus, lui, une expérience dans des grandes entreprises, etc., mais aussi avec des gens qui vont travailler en start-up, en scale-up, pour que vous puissiez vraiment confronter toutes ces visions, bien comprendre les enjeux, bien comprendre aussi ce que toutes ces personnes elles ont en commun, et puis ensuite pouvoir le mettre en pratique dans vos prochaines expériences. Vous pouvez nous retrouver avec Maestro. Donc sur Meetup, vous pouvez vous inscrire sur le site de John Maestro et bien sûr sur LinkedIn. Et on va passer aux questions. Vous avez mon adresse mail aussi qui s'affiche ici. Si jamais vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à me contacter. Je vous mets le lien vers l'agenda de Camille donc dans le chat. Et je vais vous mettre des petits sondages en même temps que je prends les questions. Donc, il y a Younes qui demande, est-ce qu'un profil tech expérience front-end dev peut prétendre à suivre la voie de PM? Et quelles seraient les compétences sur lesquelles il devrait bien bosser pour réussir sa reconversion? Je pense que oui, complètement. Surtout que sur du front-end, on est déjà côté client, ce qu'on n'a pas forcément côté back, même si on code, on va dire, les règles métiers. Côté front, il y a déjà une certaine appétence pour tout ce qui est design, parce que mine de rien, les clients, c'est le premier truc qu'on voit. Et moi qui travaille beaucoup sur la partie logicielle, maintenant, on se rend compte que
on va dire qu'un logiciel qui est beau, même s'il est moins bon, il sera plus acheté qu'un bon logiciel qui est moche. Donc, la partie design prend de plus en plus de place. Ensuite, sur quelles compétences il faut travailler, bah, tout dépend. On sait que des fois, les devs, la communication, c'est pas forcément leur point positif. Donc, peut-être travailler la communication. Après, faire peut-être une petite formation ou en tout cas s'auto-former sur un peu les techniques de PM. Mais comme je le disais tout à l'heure, pour moi, n'importe qui, entre guillemets, peut devenir PM tant que le produit lui parle et que bah, les problématiques, on va dire, c'est quand même une grosse partie de nos tâches. Donc, il faut pas avoir peur de travailler sur de la problématique client ou interne pour faire évoluer le produit. Ouais, et ce que je peux ajouter aussi là-dessus, c'est que nous, on observe que les profils justement tech, de dev, etc., qui veulent se reconvertir en PM, ils ont aussi, enfin, en fait, ça marche très bien. C'est un gros avantage parce que, bah, comme tu le disais, en fait, le job de PM, c'est quand même de passer beaucoup de temps à parler avec les devs et à concevoir des fonctionnalités, etc., qui vont être à la fin, en fait, développées par des devs. Donc c'est hyper précieux d'avoir cette expérience-là parce que vous savez au moins communiquer avec eux. Et comme le disait Valentin sur la partie technique, etc., c'est quelque chose qui est en tout cas très valorisable ensuite dans vos expériences de PM. Complètement. Après, il y a une deuxième question. Ouais. Quels sont les outils digitaux que j'utilise au quotidien comme PM? Alors, bah, vu que on va dire que une grosse partie de notre boulot, on va dire, il y a deux choses. Il y a toute la partie roadmap. Donc la roadmap, bah, c'est souvent de la liste de tâches. Donc bien sûr, on utilise Excel, mais maintenant c'est un peu fini Excel parce que bah, Excel c'est pas pratique, c'est en local sur le poste des PM. On utilise plutôt des solutions en ligne. Alors ok, on utilise Google Sheet encore de temps en temps, mais sinon il y a pas mal d'outils aussi de gestion. Donc là que les devs connaissent beaucoup parce qu'on utilise beaucoup encore Jira. On utilise tous les concurrents, on va dire. Donc, il y a Asana, Monday, etc., qui permettent du suivi de tâches et de la création de boards. Ça, on s'en sert énormément. Souvent, on fait plusieurs boards. On a un board plutôt dev, un board plutôt objectif. Donc, très souvent, on travaille sur des objectifs au trimestre pour pas que ce soit trop long et qu'on arrive à les mesurer et à corriger, on va dire, la trajectoire si ça dérive. Donc ça, on l'utilise énormément. Et après, ce qu'on utilise beaucoup, c'est tous les logiciels pour les présentations, que ce soit Google Slide, Canva, PowerPoint, parce que bah il y a quand même une grosse partie aussi de notre boulot où c'est participer ou animer des réunions. Malheureusement, il faut aussi aimer ça pour que ce soit partager de l'information, donc de la roadmap ou des fonctionnalités ou des mock-ups ou des réunions de brainstorming, tout simplement avec l'équipe. Parce que le produit, souvent, on le fait pas forcément tout seul non plus. Et de la collecte de feedback, donc que ce soit auprès de l'interne ou des clients. Donc, beaucoup de support de présentation. Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'ai pas l'impression. Ok. Et ben alors, je vais remercier vraiment toutes les personnes qui ont assisté au webinaire. J'espère que ça vous a plu. Moi, en tout cas, j'ai trouvé que c'était hyper intéressant d'avoir ce retour d'expérience de Valentin. Et je te remercie beaucoup d'avoir accepté de faire ce webinaire avec moi. Je vous souhaite donc à tous une bonne journée et encore merci Valentin. Eh ben, merci à vous. Merci à toi, Julie.